bonheur pour moi et toute l'équipe de réalisation de votre grande émission du soir sur Benin Business 24 d'être à vous en ce début de semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Et voilà, mesdames et messieurs, pour le menu de votre grande émission du soir ce soir, retenez qu'on va recevoir José Migan, spécialiste en sciences et techniques agricoles, pour parler d'élevage des holacaudes, comment s'y prendre. Avec le technicien, on aura les détails tout à l'heure dans votre rubrique Monde agricole. Il sera reçu par Marcel Betoro. Nature et bien-être s'intéresse à la criminalité faunique, l'application de la loi sur la faune pour la protection des félins. Ludovic Ledo, juriste environnementaliste, va aborder le sujet tout à l'heure avec Amandine Anyambossou. Autant savoir s'intéresse au métier du numérique, notamment le blogging. On reçoit ce soir Atman Bouba, il est le président exécutif de l'Association des blogueurs du Bénin, pour parler du blogging et des TIC entre difficultés et défis. Il va être reçu tout à l'heure par Agnat Bello. L'expert de ce soir s'appelle Léon Wandinou Adosounon. Il est promoteur d'auto-école. Avec lui, on va parler du guide universel de la route, le livre qui sauve. J'ai déjà le livre à ma disposition. On aura l'expert tout à l'heure dans quelques minutes pour aborder tout ceci. Et voilà, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Le journal ce soir, ce sera avec Estelle Pazou. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. Merci d'être au grand rendez-vous ce soir. Merci à vous d'animer le grand rendez-vous ce soir. Alors, dites-nous tout en ce qui concerne le menu du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Bénin se prépare à célébrer 59 ans d'indépendance. Dans cette veine, la rédaction fait focus sur quelques réalisations phares entreprises par le gouvernement depuis 2 ans. Nous ferons à cet effet le point de la lutte contre l'érosion côtière. Les zones humides doivent être rationnellement exploitées. Suite aux travaux initiés dans la commune d'Alada, il est apparu indispensable de veiller à leur maintien. Ulvaeus Balogun nous en parle. Qu'est-ce qu'on entend par intelligence économique? En quoi peut-elle être utile à la survie d'une entreprise? Un analyste financier nous donnera toutes les réponses possibles et ce sera bien évidemment à 19h45. Merci à vous Estelle, à tout à l'heure. À tout à l'heure, heureuse d'annoncer. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on reste avec vous pour retrouver Amandine Anyambossou et Ludovic Ledo, juriste environnementaliste, pour parler nature et bien-être. Voici un extrait sur la criminalité faunique concocté par Cécile Rondé avant d'installer mon invité et Amandine Anyambossou, ma chroniqueuse. Et avec eux, on va parler d'application de cette loi pour la protection des félins.
fait, d'une façon générale, quand on parle de criminalité ou de crime, ce sont des atteintes graves à une personne et dans le cadre de la faune à des espèces animales. Bon, parlant de la criminalité faunique, ce sont des atteintes graves portées aux espèces intégralement protégées ou en voie de disparition ou en voie d'extinction. Donc je peux donner l'exemple de la bataille de l'éléphant, du guépard, du sitatunga, des espèces de la catégorie A de la loi faunique au Bénin. Bon, jusqu'à 2014, nous avons constaté qu'effectivement, il y a des actions qui étaient menées sur le terrain, mais le résultat qu'on attendait pour pouvoir protéger ces espèces, ce n'était pas ce qu'on a en réalité. Donc à partir de 2014, il fallait se démarquer de la simple sensibilisation, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est-à-dire aller dire aux populations que bon, c'est pas bon de faire si la loi interdit sans un accompagnement de répression. Donc à partir de 2014, nous avons opté pour la sensibilisation répressive, c'est-à-dire une fois que ceux qui sont dans ces genres de trafic ou qui sont engagés à violer la loi qui protège la faune au Bénin, la loi faunique béninoise ne fait pas la distinction entre le trafic des espèces intégralement protégées et les espèces partiellement protégées. C'est la même sanction. Donc vous allez voir cette disposition dans cette même loi à partir de l'article 153 où il est dit par exemple que celui qui fait la commercialisation, qui transporte, exporte, réexporte les trophées ou ces espèces intégralement protégées peut être sanctionné de 500 jusqu'à 800 000 et ou avec une peine d'emprisonnement qui peut aller de 6 mois à 5 ans. Les complices sont punis au même titre que les auteurs principaux. Et voilà, et nous retrouvons sur le plateau la fine fleur. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. Merci d'être là. On parle de criminalité faunique. Oui, on va parler d'un peu de tout. Un peu de tout, d'accord. Et tout ça, ce sera avec Ludovic Ledo, juriste environnementaliste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci d'être là aussi. Merci à vous de nous inviter également. C'est un plaisir, hein? C'est un plaisir. Alors, Amandine, on peut y aller. On a eu assez d'informations à travers l'extrait. L'extrait a déjà tout dit. Tout expliqué. Mais on va essayer de compléter quelques données. Okay. Et il faut préciser déjà, heureuse d'annoncer qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du tigre. On n'a pas de tigre au Bénin, mais on a quand même d'autres félins. Donc c'est dans ce cadre qu'on a choisi cette thématique pour mieux positionner et orienter plutôt les téléspectateurs. Monsieur Ludovic Ledo, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Et dites-nous, quand on parle de félins, qu'est-ce qu'on met dans félin? Merci. Nous parlons de félins, ce sont des animaux qui font partie de la grande famille des féléidés. Les féléidés, c'est les animaux carnivores. Les animaux carnivores qui possèdent, comme on le dit, des dents et des griffes. Ce sont ces animaux-là que nous appelons des félins. Il y a aussi la tête. Oui, il y a la tête ronde que j'oubliais. Ils possèdent également une tête ronde. Et ces animaux sont soit domestiques ou soit sauvages. Parmi les animaux, les félins domestiques, nous pouvons citer le chien, nous pouvons citer le chat. Et lorsque nous parlons des félins sauvages, on parle des grands félins comme le lion, le tigre, la panthère, le guépard, etc. Mais le Bénin n'a pas de tigre. Oui, le Bénin n'a pas de tigre. Il faut dire que le tigre, son correspondant en Afrique, est la panthère. Parce que lorsque vous voyez le tigre avec ses spécificités et autres, le tigre ressemble beaucoup à la panthère. Et le tigre, son aire de répartition est plus en Asie. En Asie, avec 13 pays que nous pouvons citer, par exemple l'Inde, la Chine, la Russie, qui sont des pays où on peut retrouver les tigres. C'est la même chose pour la panthère. Lorsque vous prenez ces pays-là, on n'y retrouve pas de panthère. Oui. Donc la panthère est une spécificité africaine voilà. Et le tigre, une spécificité asiatique. Voici un peu la différence. Donc on a quand même les panthères, les lions. Vous avez parlé de quoi?
Nous avons parlé du guépard, oui, nous avons tout ça. Ça Nous au avons le Bénin. chat sauvage, nous avons les lynx. et Il y a le chat sauvage et il y a le chat domestique. Oui, il y a le chat sauvage et le chat domestique. Oui. Mais quand on parle de félins, vous avez dit que c'est des animaux carnivores qui ont des griffes, qui ont des dents. Donc, je considère que c'est des animaux dangereux qu'il faut éviter. Mais pas abattre. Quel est leur rôle dans la nature? Il faut dire qu'essentiellement les félins sauvages, pour bien préciser, ont un rôle essentiellement écologique. Les félins participent à l'équilibre du règne animal. Lorsque nous nous retrouvons dans l'environnement sauvage, la présence du lion permet par exemple de pouvoir rompre avec la croissance démographique des autres animaux. Lorsque nous prenons par exemple les gazelles et autres, ou soit les antilopes, à un moment donné, il faudrait que le nombre de ces animaux-là soit limité. Et ces animaux participent à cette limite-là. Également, lorsque nous voyons les félins sauvages, ces félins ont pour la plupart du temps l'habitude de s'attaquer aux plus vieux animaux, aux animaux blessés. Ah bon? Oui. Ou soit... Mais souvent, on n'a pas cette impression. Hein? Oui, parce que... Et pourquoi cette cible-là, précisément? Parce que c'est comme on le dit, c'est la cible la plus appropriée. Lorsqu'un animal est par exemple vieux, un animal sauvage est vieux, le lion a plus la possibilité de pouvoir s'attaquer à cet animal et l'éliminer. Lorsque c'est par exemple un animal assez jeune, la mère protège plus le jeune animal sauvage. Donc c'est surtout les animaux sauvages blessés, les animaux sauvages vieux et ceux malades également. Donc, si on comprend bien, les animaux sauvages ont leur importance dans la nature. Oui, notamment ils ont les importance. Et ils doivent également survivre. Ce sont des animaux et, comme on le dit, la nature ne crée rien sans forcément faire correspondre quelque chose qu'il faut. Et ce sont des carnivores. Et aujourd'hui, quelles sont les menaces qui pèsent sur ces espèces? Les véritables menaces qui pèsent sur ces différentes espèces, lorsque nous prenons les animaux sauvages dans leur généralité, c'est d'abord la chasse. La chasse au trophée. Lorsque des personnes se lèvent pour aller abattre ces animaux, la plupart du temps, c'est pour les trophées. Lorsque nous prenons par exemple l'éléphant, c'est pour l'ivoire. L'ivoire qui est très prisé en Asie. L'ivoire qui est très prisé pour tout ce qui concerne ces objets d'art, bracelets et autres. Lorsque nous prenons les félins, que ce soit le tigre dont nous parlons, que ce soit la panthère ou le lion, ils sont prisés soit par rapport à leur peau, ou soit le tigre par exemple, c'est les dents, c'est le pénis, c'est également, comment on appelle ça, d'autres parties essentielles de son corps qui sont utilisées dans la médecine traditionnelle asiatique. Mais le lion, pourquoi? Oui, le lion, avec sa peau sert de fourrure. Sa peau sert pour, comment on appelle ça, dans la médecine traditionnelle, à traiter certains maux. Donc finalement, aucun animal espèces menacées. Voilà. Oui, ce sont tous des espèces menacées. Des espèces menacées et protégées par la loi. Lorsque nous prenons par exemple le tigre est classé en annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune sauvage menacées d'extinction. Quand on prend le Bénin, on a le tigre, on a la panthère, le guépard et les lions. Est-ce que le Bénin dispose d'une législation en la matière? Est-ce que ces espèces-là sont protégées chez nous? Ces espèces sont effectivement protégées chez nous et les lois qui protègent ces espèces sont diverses. Nous avons d'abord la Constitution de la République du Bénin, la Constitution du 11 décembre 1990. Nous avons la loi sur l'environnement. Nous avons également la loi spécifique qui traite spécialement des espèces de faune. C'est ça, vous avez montré à la caméra. C'est la loi numéro 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin. Les modalités de conservation
et de développement. Oui, c'est le décret d'application, le décret numéro 2011-394. Voilà. Donc, cette loi régit tout ce qui concerne la faune en République du Bénin, en classant les différentes espèces dans diverses catégories. Nous avons par exemple la catégorie A. La catégorie A, c'est la catégorie des espèces intégralement protégées. Ces espèces sont intégralement protégées parce que leur extinction est très très proche. Mais qu'en est-il des félins? Les félins sont classés spécialement en... La panthère par exemple. La panthère est classée en annexe A, c'est-à-dire c'est un animal intégralement protégé. Mais le lion par contre est classé sur la liste B, donc une espèce partiellement protégée. Donc nous lançons un plaidoyer surtout au gouvernement afin que le lion puisse être déclassé à la catégorie A. Parce que c'est une espèce aujourd'hui qui est fortement menacée d'extinction. Donc pour sa survie, il doit être déclassé de la classe B vers la classe A. Et que prévoient les tests au juste? Quand on surprend quelqu'un en train d'abattre un lion ou une panthère, quelles sont les sanctions? Qu'est-ce qu'on lui fait? Est-ce que la loi est déjà appliquée au Bénin ou bien il y a des obstacles? La loi existe. Et si la loi existe, elle doit forcément être appliquée. Et l'application se fait. L'application se fait et les sanctions sont de nos jours plus que dissuasives. Est-ce qu'on a déjà enfermé des gens parce qu'on les a surpris en train d'abattre des animaux? Presque chaque semaine, des personnes sont condamnées sur le territoire. territoire. Chaque semaine? Oui, presque chaque semaine. Lorsque vous allez par exemple au tribunal de Kandi, la plupart des infractions en matière de flagrant délit, c'est les infractions contre notre pacte, le pacte W. Et là, moi, je me demande, est-ce que les chasseurs ou les braconniers là, connaissent la loi? La loi est vulgarisée, c'est traduit? Une loi n'a pas forcément besoin de... Parce que nul n'est censé ignorer la loi, certes, mais... La loi, comme on le dit, lorsque la loi entre en vigueur, elle s'impose à tout le monde. Maintenant, c'est à l'État de pouvoir faire le plaidoyer de la sensibilisation. Et comme vous le dites, la sensibilisation se fait. Lorsque les forestiers sont, par exemple, dans nos parcs, ou soit sont dans leur environnement, les habitants de cette zone-là savent que tel animal ne doit pas être touché. Ou bien les sanctions ne sont pas aussi lourdes pour Non, les sanctions sont très lourdes. Lorsque nous avons, par rapport à cette vidéo qui est passée tout à l'heure, vous avez vu, les sanctions partent déjà de 6 mois à 5 ans. Puisque c'est une infraction délictuelle, de 6 mois à 5 ans. Et ces peines peuvent être doublées ou triplées. Lorsque c'est par exemple une autorité locale, un agent d'une collectivité locale, cette peine peut être doublée. De 5 ans, on peut passer à 10 ans. Voilà. Lorsque c'est par exemple un forestier, un agent forestier, cette peine peut être triplée. Parce qu'eux, on suppose qu'ils connaissent la loi et qu'ils ne doivent pas l'enfreindre. Et ils doivent d'ailleurs vulgariser la loi. Il y a seulement 2 semaines de cela, des personnes ont été interpellées en possession d'ivoire d'éléphant. Et ces personnes ont été condamnées à 3 ans d'emprisonnement ferme pour un prévenu et pour les 2 autres à 48 mois ferme, avec 24 mois ferme. Donc, en résumé, les sanctions tombent tous les jours. Les sanctions tombent tous les jours. Un appel alors pour clore cet entretien. Vous avez 30 secondes exactement. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du tigre. Oui. Nous profitons pour inviter tous nos concitoyens à la sensibilisation. La sensibilisation sur le tigre que nous n'avons pas? Non, sur les félins en général. Sur les félins en général, afin que leur conservation soit une réalité. Non seulement pour nous-mêmes, mais surtout pour la génération future. Parce que nous en avons besoin pour le tourisme et pour bien d'autres choses. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ludovic Ledo. Je rappelle que vous êtes juriste environnementaliste. Merci, madame. Heureuse d'annoncer. Ce sera tout pour Nature et Bien-être, n'est-ce pas? Oui. On se retrouve vendredi. Ah, merci beaucoup. Merci d'être là vendredi. J'ai dit la semaine passée que vous avez signé votre grand retour. Vous dites un petit retour, mais le retour s'agrandit. Alors, Amandine, on va se dire à très bientôt, Monsieur Ledo. Merci également d'être passé. Merci pour toutes ces informations. Merci surtout pour votre effort que vous faites pour la sensibilisation. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Amandine, elle n'a pas le choix. Elle ne peut que faire que ça, quoi. Alors,
mesdames et messieurs, nous allons à présent installer un second plateau pour le compte de cette grande émission du soir et ce sera Monde agricole. Je l'ai dit tantôt, on parle d'élevage des holacaudes. Comment s'y prendre, vous qui voulez opter pour ce métier, ce type d'activité? C'est l'opportunité de noter certaines choses parce qu'il y aura certainement des astuces. Nous avons un spécialiste en la matière qui sera sur le plateau, José Migan, spécialiste en sciences et techniques de production animale. Mais avant de le retrouver avec Marcel Betoro, nous vous proposons ces quelques images sur l'animal dont on va parler. Et voilà, et nous retrouvons mes invités, Marcel Betoro, bon, plus qu'invitée, ma chroniqueuse de tous les temps. Comment tu vas? Ça va bien, vous allez. Merci d'être là. Merci beaucoup. Monsieur José Migan, bonsoir. Bonsoir, madame. On était à vos côtés la semaine passée pour parler des escargots. Des escargots. Voilà, aujourd'hui on parle des holacaudes. Des holacaudes. Merci de répondre toujours présent. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous. Marcel Betoro, on a eu tellement d'images et moi j'ai dit tantôt, c'est pas le bidja qu'on dit naturellement, bon, traditionnellement chez nous, bidja, ou bien c'est quoi concrètement holacaude là? Je pense que c'est ce que nous allons comprendre avec José Migan, qui est bien spécialisé dans les élevages de ces animaux-là. Mais déjà, est-ce que l'holacaude, avant qu'on ne revienne à tout ce qui a trait à ça, est-ce que l'holacaude est protégé par les lois? Il ne faut pas qu'on appelle, on essaie de faire ça manger l'holacaude. On a parlé de l'holacaude, c'est pas félin, c'est pas... D'accord. C'est juste une parenthèse. C'est un rongeur. On peut manger, on peut consommer autant qu'on... Oui, autant qu'on peut. D'accord, ça nous permet de mieux parler de la chose. Alors dites-nous, on a le nom holacaude, on a agouti, rat de brousse, assez de noms. Concrètement, quand on parle d'holacaude, à quoi fait-on allusion? Oui, souvent ici, l'holacaude, l'animal communément appelé enfant, est un rongeur. Que les gens, c'est un rongeur. Souvent, Alada. Voilà. Alada, c'est ce que les gens font souvent. Et on achète ça voilà. à côté des escargots. C'est ça qui est à Comé aussi? C'est à Comé aussi, le APC, c'est à base d'holacaude. Après là, effectivement. Et c'est ça qui est encore l'agouti ou bien c'est... Non, l'agouti c'est un autre rongeur plus grand que l'holacaude, mais ce n'est pas en Afrique, c'est plutôt un rongeur de l'Amérique latine. On n'a même pas l'agouti ici au Bénin. On n'a pas l'agouti ici au Bénin. Donc c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Je crois que vous savez, le Bénin a reçu très vite la visite des Portugais, Espagnols, tout ça, là, qui ont beaucoup fait l'Amérique latine. Sûrement, pas confusion, on dit, bon, agouti. Non, sinon, il n'y a pas d'agouti au Bénin. Ce sont des holacaudes, on les appelle des holacaudes. Et rat de brousse, oui, on peut un peu dire ça parce que son nom anglais signifie rat de brousse. C'est une trace. D'accord, donc voilà, tout le monde est situé maintenant. Il faut dire holacaude si tu veux parler bon français. Maintenant, si tu veux parler français à peu près, tu peux dire agouti. Mais déjà, le holacaude de la brousse et le holacaude élevé à la maison, est-ce que c'est la même chose? Ah oui, le holacaude, c'est le holacaude. Le holacaude élevé à la brousse, c'est ça qu'on vient mettre en captivité. On lui crée un biotope proche de ce qui se passe en brousse. Et puis, on a réussi, des spécialisations ont réussi à faire ça. Nous devons les saluer sur ce plateau, des gens qui ont permis l'élevage de l'holacaude, parce que ce n'est pas facile à faire. Justement, et on va l'aborder. Il paraît-il qu'il y a une particularité qui est au niveau de cet élevage-là. C'est quoi la particularité au niveau de... Oui, vous savez, l'holacaude, ordinairement en brousse, un animal qui vit en famille, qui a son aire géographique donnée,
qui évolue, qui va, qui revient. Maintenant, on le met en captivité. On a constaté, le lacode, c'est un animal très, très, très stressant, sensible au stress. Donc, on les élève, je dis dans le biotope naturel, non. Maintenant, on les met en captivité, on leur crée les conditions de vie proches de leur biotope naturel. Et maintenant, il leur faut un grand calme, surtout le calme. Le calme, pourquoi? Calme. Ils sont sensibles, même au coup de vent. C'est-à-dire, c'est des animaux qui, au moins de bruit, peuvent sauter dans tous les sens dans la cage. Donc, et on ne peut peut pas se élever les Jolacos dans les environs de l'OITB. Hein? Où ça bouge partout, là? Non, ça, c'est pas possible. Il faut du calme. Quand ils sont dans le calme, pas trop de lumière, luminosité, naturellement tempérée, puis c'est bon. Mais est-ce qu'on peut les élever dans un environnement avec d'autres animaux? Avec d'autres animaux, partager les mêmes espaces, non. Non. Le lacode vit en famille, en bande de lacode, dans des enclos. Avant, c'était des élevages qui étaient faits à même le sol. La technique a évolué vers les cages. Après les cages, voilà, ce qu'on a eu dans les images, c'est beaucoup plus les cages. Et il y a cages, des herbes par terre. Voilà, un peu. Oui, là, maintenant, je crois que c'est des enclos. C'est dans des enclos. Les enclos, c'est des enclos doubles. Il y a un enclos où on met les herbes, il y a un enclos où on met les compléments alimentaires. Le lacode, lorsqu'il voit un visiteur, il a peur, il veut se cacher, il rentre du portillon dans l'autre enclos et puis ça va. Donc, carrément, ils sont dans le monde à eux. Ils sont dans le monde à eux. Lorsqu'on réussit à leur créer ces conditions-là, on les élève sans problème et c'est un élevage très intéressant. D'accord. Mais moi, j'aurais appris que ce n'est pas comme les moutons où, bon, l'accouplement, c'est avec qui on voit. Hein. Non. En réalité, c'est ça qui est la question. Les holacodes, même dans la nature, ils se mettent en famille. Chaque famille, le mâle est là, le mâle dominant est là. Les femelles sont là pour ce mâle-là et s'occupent de ces mâles. Lorsque tu viens de la d'une autre famille et que tu viens rentrer là, tu cherches la bagarre. Un polygame heureux. Là, c'est un polygame heureux. Même en élevage aussi, on construit des familles de lacode. D'accord. 4 femelles pour un mâle ou bien 5 femelles pour un mâle. D'accord. Et là, ça est. Le seul mâle couvre toutes ces femelles-là. Et on ne peut pas aller prendre le mâle d'ailleurs pour lorsque tu vas chercher le mâle d'ailleurs pour ramener ici pour accoupler, lorsqu'il a pris le nom de mâle, tu cherches la bagarre. Et on dit même qu'il devient agressif. Il devient agressif. Naturellement, lorsque on enlève un mâle, ici il n'y a rien que des femelles, que tu introduis, ce mâle-là va chercher d'abord à dominer toutes ces femelles-là. On va avoir une certaine agressivité, il va essayer de voir qui veut s'opposer à sa présence, et voilà, c'est clair. Il s'impose en maître, il est là et il fait son travail. Alors, toutes ces particularités, revues et tout ça, comment peut-on, bien quelles sont les dispositions à prendre quand on veut concrètement élever les holacodes? Oui, quand on veut élever les holacodes, c'est quoi? D'abord, je dis, un grand travail a été fait par des spécialistes. Aujourd'hui, le holacode est domestiqué, c'est une réalité. Et son élevage a été vulgarisé aussi, c'est aussi une réalité. Maintenant, pour élever le holacode, c'est quoi? Il faut lui créer les conditions dont on parle. C'est-à-dire avoir une holacoderie. C'est un bâtiment dans lequel on fait des enclos superposés. Aujourd'hui, la technique a évolué, des enclos superposés, c'est-à-dire tu as 1, 2, 3, 4 niveaux s'il le faut. Ou c'est des enclos doubles où on met les familles de lacode dedans. On met les familles de lacode dedans et puis on les élève naturellement. C'est des herbivores, il faut reconnaître les herbes qui mangent un peu de tout, des herbes, des graminées, des légumineuses, des restes, des sous-produits alimentaires, des sous-produits agroalimentaires et industriels aussi. Ils mangent un peu de tout ça. Et lorsqu'on les fait ces apports, et puis c'est fini, c'est bon. La cône est là, dans le calme, le mâle est là, il salit les femelles, et puis ils font des mises bas. Combien de temps pour avoir des holacodes après accouplement? 5 mois. Une lacodine, la femelle de la lacodine. Après, tu as dit l'accouplement, elle est gestante. Après la gestation, 5 mois après, ça dure 5 mois de l'accouplement à la mise bas, c'est 5 mois. Et pour ceux qui veulent s'investir dans ça, est-ce qu'il y a une période pour procéder à l'accouplement ou à tout moment? Effectivement, très bonne question. Et il faut programmer les accouplements. Il faut programmer les mises bas. Parce que, comme on le dit, la côte est un animal très, 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 très sensible au stress. Les saisons de pluie, les fortes pluies, les coups de vent, tout ça les stresse beaucoup. S'ils ont des petits pendant cette période-là où il est obligé, avec un coup de tonnerre, essayer de bouger, ils risquent d'avoir beaucoup de mortalité. Donc, on programme les mises bas, les accouplements de telle sorte que les mises bas puissent tomber dans des périodes favorables où il y a moins de stress, où on est sûr d'avoir ces petits
fiable. Et quels sont les atouts bien, dans l'environnement où on doit élever l'élevage? Quels doivent être les éléments avantageux qu'il faut respecter? Voilà. Oui. Le lac-Aude doit être élevé dans un environnement, on dit calme. Le lac-Aude ne peut pas être élevé là où il y a du bruit, donc loin de tout bruit, dans le calme, on prépare le terrain. Quelques sous-bois où l'ombrage est là serait idéal. Comme on le dit aujourd'hui, ça a évolué, c'est un bâtiment, dans les bâtiments, on met les enclos. Ce qui est le plus difficile à faire dans l'aquaculture, c'est la réalisation des bâtiments. Ça revient un peu plus cher, oui, c'est vrai. Il le faut, c'est en ciment, des briques, il le faut avec des formes d'étalage, faire des superpositions, tout ça là. Sinon, à part ça, leur alimentation, leur élevage, même concrètement, ça ne pose pas de problème. Pour l'élevage, en réalité, le problème qui se pose, c'est le problème de fourrage. On dit que c'est un rongeur, c'est un herbivore. Ça a un système gastrique très sensible. À la même chose, la côte peut avoir des ballonnements, indigestion, tout ça là. Donc, il faut s'assurer d'avoir le bon fourrage. C'est-à-dire, un agriculteur doit avoir également un espace fourragère disponible où il est sûr de faire le prélèvement chaque fois pour ses olacônes. Après ça, le complément alimentaire qui est composé d'un peu de tout. Mais ce qui me paraît un peu... Ils ont trop d'exigences. Voilà, un peu bizarre. Mais lorsqu'on remplit les conditions, c'est hyper rentable. Le lac de la Brousse n'exige pas tout ça, hein, et pourtant il évolue, il grandit là-bas. Attention, dans la brousse, le lac a toute une diversité de fourrages. Il fait le choix de son fourrage, il va chercher la racine qu'il veut manger, il rentre dans les champs des autres, il fait la razzia. On dit que c'est un dévastateur de la côte. Parce qu'une famille de la côte rentre dans ton champ de maïs, quand tu reviens le lendemain matin, tu vas pitié de toi-même. Oh là là. Mais entre la viande de la côte, parce que moi j'aime bien mes papilles dégustatives, entre la viande de la côte de la brousse et la viande de la côte élevée à la maison. Pareil. Le lac élevé à la brousse, dans la brousse, c'est-à-dire le lac sauvage, mange de la verdure et des fourrages. Le lac qui est en élevage aussi est exigeant. On n'a pas changé l'alimentation, il mange également les fourrages. Quand vous mangez les mêmes choses, vous pouvez avoir les mêmes qualités de viande. Mais sur le côté qualité de la viande, est-ce que c'est vraiment la même qualité? La même chose. Pratiquement la même qualité. Mais moi, je me demande, est-ce qu'on peut procéder à cet élevage-là familial, quoi? Et puis, juste pour la famille. Vous êtes dans votre maison. Vous déjà avez avec les cris des enfants. Vous avez un petit non, le cri des enfants. Non, ils s'habituent. Aujourd'hui, les olacôdes ont été domestiqués. Ils sont habitués à un certain nombre de conditions plus ou moins acceptables. On peut le faire facilement à la maison. On peut le faire facilement. Il suffit d'avoir leur espace réservé pour eux. Quelque chose un bâtiment construit à leur correspondant aux normes d'élevage. Vous avez vos olacôdes dedans, on leur envoie le manger, on le fait tout. Mais vous avez dit tantôt que c'est rentable. Combien de temps après on peut entrer? Puisque vous avez fait de son investissement. D'abord, on devait avoir des viandes de la viande de la côte sur le plateau, on n'a pas eu. Mais maintenant, très rapidement, comment on peut rentabiliser? Très rapidement. À quelle hauteur? Quand on veut en être éleveur. Aujourd'hui, pour avoir une famille de la côte, il te faut prévoir autour de 70 à 80 000 francs. Un mâle, 4 femelles. Je suppose que tu as déjà ton accord de riz, les plats, les enclos sont là, et tu as déjà l'espace fourragère qui est là, et tu les as. Au bout de 2 ans, c'est-à-dire, la côte, chaque femelle, à l'âge de 5 à 6 mois, sont prêts à la reproduction. On fait les saillies. Et la portée moyenne, lorsqu'elles sont bien alimentées, c'est autour de 4, 5. Ils vont jusqu'à 6, 7, 8. 10 même des fois. Bébé ou la côte. Bébé ou la côte. De la côte d'eau. Mais c'est mieux d'avoir des portées moyennes où la mère est sûre de et 2 ans après, on peut déjà deux ans après, avec une famille, tu as près déjà d'une centaine. Wow. Si Heureuse veut investir dans l'élevage de la côte, elle doit se rapprocher de vous et payer c'est vrai. vos séances de conseil à coup fort. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté de partager toutes ces notions en matière d'élevage, parce qu'on en a fait une bonne série avec vous. On a parlé de la côte, on a parlé d'escargot, on a parlé de volaille, beaucoup de choses. Merci d'être toujours disponible pour les téléspectateurs. Et vous vous rendrez encore disponible pour les fois à venir, car c'est sûr, elle va encore vous inviter. Je n'ai pas fini avec vous, et je n'ai pas fini aussi avec vous, chers amis téléspectateurs, mais pour ce soir, c'est déjà bon. On se donne rendez-vous mercredi. À mercredi. Marcel Gbatoro, Monsieur Migan, bonne soirée.
soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, le troisième grand plateau du grand rendez-vous reçoit l'expert, monsieur Léon Awandino Adosounon, promoteur d'auto-école. Et voilà, nous sommes avec Adosounon Léon Awandino, promoteur d'auto-école. Merci d'être là, monsieur. Merci, madame. Mettez-vous à l'aise. Voilà. On parle du guide universel de la route, le livre qui sauve. Franchement, le livre qui sauve à notre disposition. On va aborder tout ce qu'il y a comme contenu. Tellement coloré, je me demande bien si c'est un livre destiné aux enfants. À quoi cela va servir concrètement? Monsieur Adosounon, parce que Awandino ici, c'est votre prénom. Et non le nom de famille chez d'autres, oui. C'est votre prénom. Voilà. Donc, monsieur Adosounon, dites-nous un peu pourquoi le guide universel de la route? Merci, madame. Le guide universel de la route, pour conscientiser les usagers, former les usagers de la route, parce que l'éducation est importante en matière de la circulation. Il faut éduquer les usagers. Et quand on parle d'usagers de la route, ce n'est pas seulement les automobilistes. Voilà. Tout le monde est impliqué. Où l'enseignement du code de la route doit toucher tous ces usagers pour qu'ils puissent avoir compréhension, pour que la route puisse communiquer avec ces usagers-là. D'accord. Donc, ce que je lis déjà un peu avant la préface, c'est un livre de formation pédagogique claire et précise pour un apprentissage facile. Est-ce que c'est destiné pour les auto-écoles, pour l'enseignement des candidats à l'auto-école? C'est destiné à la formation de ces apprenants. Pour les candidats des auto-écoles, c'est un livre pour la formation, pour ces apprenants et également pour les moniteurs d'auto-école. Parce que quand on dit l'éducation routière, oui, ça regroupe tout ce qu'il y a comme prévention. Parce que c'est la prévention routière qui amène la sécurité routière. Il faut prévenir d'abord, il faut les former, les sensibiliser sur le droit routier. Ce droit routier qui est inventé depuis les années 1927. Dans notre pays, le quart de la population des usagers de la route ne connaissent pas le code. Ce qui amène les accidents que nous constatons, ou sur le continent noir, nous perdons 26 personnes toutes les heures. Si rien n'est fait, jusque-là, vous allez voir que beaucoup de cas d'accidents, les cas d'accidents seront même la première cause de mortalité. Dans nos librairies, il y a d'abord le manque cruel de ce livre, et outils de travail, et également le code que nous avons dans nos librairies, forme seulement pour la catégorie B, le permis léger. Et ces gros porteurs, ces camions, ces ensembles de véhicules, ces gros porteurs communément appelés, et même les titans dans notre pays, et les bus, utilisent quel code? Je voudrais poser la question, si le seul code utilisé pour... Donc finalement, c'est le code de conduite catégorie B qu'on utilise pour tous? C'est le code pour la catégorie B qui est vendu dans nos librairies. Et c'est ça qui est utilisé pour tout le monde. Alors même dans les auto-écoles aussi? Même dans les auto-écoles. Alors, il fallait avoir un document pour la conduite professionnelle, pour ces gros porteurs, pour ces poids lourds, pour pouvoir les éduquer. Parce que c'est vrai que la vitesse est limitée, et selon les limitations de vitesse à 50 km/h. Mais quand nous rentrons dans nos villes, est-ce que les gros porteurs vont faire avec leur poids 50 km/h ainsi que les véhicules légers? Il y a problème. Même avec la sensibilisation et serrer la droite, c'est une très bonne sensibilisation. Mais ceux-là, est-ce qu'il ne serait pas bon de compléter même des panneaux d'affectation de voie pour qu'ils savent que la voie qui est à gauche leur est interdite pour qu'ils puissent circuler librement à leur droite parce qu'ils sont considérés comme des véhicules lents. Mais les véhicules lents ne peuvent pas faire jusqu'à 50 km/h en ville. Non, il faudrait avoir ces panneaux de vitesse conseillés. C'est-à-dire aujourd'hui que, comme ça se passe actuellement au niveau du système éducatif, précisément au niveau du primaire, est-ce qu'on est en train d'avoir un autre manuel de formation dans nos auto-écoles? Déjà. Ça remplace le code de conduite
que nous connaissons? Le code que nous connaissons n'est pas remplacé, mais ça, c'est venu appuyer. Parce que l'autre, il n'y en a pas. D'abord, quand vous pouvez même compter pour la population de 11 millions d'habitants du Bénin, je ne crois pas si vous pouvez avoir même 200 livres pour tout le Bénin. Donc, il n'y en a même plus dans les librairies. Ceci est venu compléter l'autre. Et en dehors de ce qui concerne les permis légers, ceci regroupe également les autres catégories. Et nous l'avons appelé code piéton. C'est beaucoup plus complet. C'est plus complet. Et nous l'avons appelé code piéton. Celui qui a peut-être déjà fait son auto-école depuis plusieurs années, il achète ce livre. Il peut faire son, comme on le dit, une formation, le thème... un recyclage. Un recyclage, Oui. Voilà le thème que je cherchais. Un recyclage, même en dehors. Sans la présence d'un moniteur. Déjà, avec son livre, il n'a plus besoin d'un moniteur. Les moniteurs, d'abord, ce qui se passe, ce n'est pas bien parce que même à l'Occident, les gens se font former d'abord au code de la route. Et c'est quand vous êtes bien au code que vous commencez la phase pratique de la conduite. Ici, on fait et pratique et code à la fois. Et vu même la durée, nous, on a voulu, par rapport à ce code, si les pouvoirs publics peuvent nous aider à l'insérer même dans les programmes académiques scolaires, dans les lieux d'apprentissage, vous allez voir que le code va rentrer dans les comportements, dans les habitudes. Parce qu'il faut connaître d'abord avant d'utiliser. Ce n'est pas seulement les automobilistes seuls qui utilisent la voie publique. L'espace public étant destiné à tout le monde, ce n'est pas que seulement ceux qui ont les moyens de pouvoir avoir le permis de conduire qui vont circuler. Maintenant, tous les autres qui n'ont pas les moyens pour avoir le permis de conduire peuvent déjà connaître le code pour partager aisément la rue avec les autres le temps d'avoir le permis de conduire. D'accord. Et quand on apprend que l'ANAT se l'est déjà approprié, l'aurait adopté, j'ai eu l'information là, comme ça, dans les coulisses, j'ai dit, je veux bien comprendre ce qu'on y met. Oui, ce code de la route que nous avions édité, ce n'est pas seulement nous qui sommes restés quelque part pour le faire. Nous sommes allés voir les autorités compétentes du Centre national de sécurité routière. Ils sont impliqués, tous les maillons de la chaîne de sécurité routière sont impliqués avec leurs services techniques pour voir si ça cadre avec les réalités. Parce que ce qui se passe quand vous voyez, malgré que nous utilisons le code de l'Occident, quand les Blancs quittent là-bas, ils ne peuvent pas conduire sur le continent noir. Ils ne peuvent pas conduire dans notre pays de Bénin. Pourquoi? Soit ils prennent un conducteur ou ils ne conduisent pas. Et nous, les Africains, on se débrouille dans ce désordre-là. Donc on peut dire que ça correspond à l'environnement béninois, à l'environnement africain. Oui. D'accord. C'est adapté à nos réalités. C'est adapté à nos réalités. Et après ceci, maintenant, nous voulons faire également la traduction dans les langues maternelles. Parce que ce n'est pas seulement les intellectuels qui utilisent la voie publique. Il faut que cela touche tout le monde. Tout le monde, effectivement. Et que dire d'autre? Parce que j'ai commencé à le dire tantôt, la coloration. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est autant coloré. Oui, quand on dit d'abord un panneau est un symbole de forme et de couleur. Donc la couleur est très importante. En matière de la signalisation routière. Chaque couleur, vous pouvez voir la couleur blanche, en même temps la couleur jaune. Quand les deux sont ensemble, la jaune vous parle, la blanche également vous parle. Et ces couleurs sont liées à ces différents chapitres. Parce qu'il y a, c'est un livre de 328 pages, subdivisé en 15 chapitres. 15 chapitres? Oui. Waouh! Tout y est vraiment, quand je vois juste au niveau du sommaire, tout y est. Il y a la connaissance du véhicule, l'installation au poste de conduire, la signalisation, l'autoroute, situation particulière, l'incivisme, secourisme, la vitesse, position sur la chaussée, les intersections. Franchement, c'est un peu de tout, Les poids lourds et super lourds aussi, la mécanique, les aspects administratifs aussi, et puis des remorques et caravanes, entre autres chapitres. Ouais. Franchement, c'est une bonne initiative. Merci. Et il faut dire que c'est peut-être à l'actif de vous, mais aujourd'hui, c'est le Bénin qui se l'est approprié. Et on l'utilise comme, je peux dire, code de la route, comme un autre code de la route, en tout cas propre à l'environnement béninois. Merci pour cette initiative-là, Monsieur Léon Arwandinou Ado Sounon.
Et ce sera tout pour l'espère de ce soir, consacré au guide universel de la route, le livre qui sauve. On a eu toutes les précisions. Comment ça sauve? On a eu les détails. Et mesdames et messieurs, voilà 3 grands plateaux qui se sont achevés. Avant de retrouver Agnat Bello et Atman Bouba, président exécutif de l'Association des blogueurs du Bénin, dans la rubrique Autant Savoir, nous retournons l'antenne à la rédaction pour le journal avec Estelle Pazou. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. 2 ans déjà que le gouvernement béninois a entrepris la lutte contre l'érosion côtière. Les travaux sont presque achevés. Notre équipe est allée faire le constat. Rationaliser les zones humides pour mieux en profiter. Les chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi s'intéressent au sujet. Leurs études ont porté sur la zone d'Alada. Et puis, l'intelligence économique est indispensable pour tout entrepreneur. C'est une veille stratégique qui permet de détecter toutes les menaces à la survie de son entreprise. Un analyste financier nous en parle. La lutte contre l'érosion côtière est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement. Démarré depuis 2 ans, les travaux contre l'avancée de la mer sont presque achevés. C'est une des actions entreprises par le gouvernement pour rompre avec la léthargie des pays africains depuis la période d'après-indépendance. C'est d'ailleurs en prélude aux festivités dans le cadre de la célébration des 59 ans d'indépendance du Bénin que Edwige Agossou et Iliad Bokovo sont allés faire le constat que voici en images. Entreprise depuis janvier 2017, la seconde phase des travaux de lutte contre l'érosion côtière engagée par le gouvernement a été bien menée. Après 2 ans de travaux, on note des avancées notables et même à certains endroits l'achèvement des segments identifiés et caractérisés. En 2019, nous pouvons signaler les résultats significatifs ci-après. La deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou est entièrement achevée et réceptionnée. Ça fait 15 km de protection côtière, plus près de 4 500 000 m3 de sable dragué et injecté. Le deuxième projet que contient ce programme est celui de protection du segment d'Avlekete. Ce projet a été réalisé à 50% pour environ 2100 mètres de digues mises en place. La fin de cette deuxième phase va conduire à la valorisation des côtes avec la construction de plusieurs infrastructures hôtelières. La deuxième campagne de construction en mer va démarrer en octobre. Selon le planning que nous avons fait sur ce projet, nous avons 6 mois de travaux, 6 mois d'approvisionnement. Et donc nous sommes dans la phase d'approvisionnement étant entendu que la première phase de travaux est achevée. Plusieurs investisseurs sont prêts pour développer des projets touristiques à vocation balnéaire. À terme, d'ici à février 2020, nous allons pouvoir mettre en place les 4 km de digues pour donner aux partenaires l'assurance que, effectivement, nous avons pris en compte la dimension de protection côtière, mais également nous avons mis en place le dispositif qu'il faut pour sécuriser les infrastructures touristiques. Plus qu'une question environnementale, le débordement de la mer est devenu une question climatique qui nécessite un engagement sérieux. Déjà, 200 milliards pour venir à bout du phénomène. Et au dire des riverains, ces travaux soulagent leur souffrance. Il y a eu une nette amélioration par rapport à l'avancée de la mer, surtout après le dragage du sable qu'ils ont fait. Depuis que les travaux ont commencé, nous avons une grande satisfaction et un grand soulagement. On est plus en confiance aujourd'hui parce que, moi, effectivement, on a senti quand même une stabilisation sur ce plan-là. Juste là, on voit que c'est mieux par rapport à 3 ans plus tôt. Puisque avant, on constatait que la mer, elle venait jusqu'au bord de la route. Le programme d'action du gouvernement PAG, opérationnel depuis 2016, a réellement pris en compte la gestion des 125 km de façades maritimes dont dispose le Bénin
Et cela dans la perspective de mettre fin aux conséquences de l'érosion côtière. Au Bénin, l'utilisation rationnelle des zones humides est une préoccupation des chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi. À travers des travaux initiés dans la commune d'Alada, il est apparu indispensable de veiller au maintien des caractéristiques écologiques propres aux zones humides. Ernest Tétégou et Ulvaeus Balogun ont cherché à mieux comprendre les approches à mettre en œuvre pour préserver cet écosystème particulier dans le contexte de développement durable. Les écosystèmes des zones humides font partie intégrante du patrimoine naturel du Bénin. C'est le cas dans la commune d'Alada où ces zones humides sont apparues pour les populations comme de bonnes terres à des fins agricoles. Nous avons constaté que, vu la diversité écosystémique des zones humides dans la commune d'Alada, les populations se sont mis dans la dynamique d'adopter des méthodes de valorisation, non seulement de valorisation, mais utiliser ces zones humides à des fins utiles. La dynamique de l'occupation du sol dans ces zones passe alors par une forte emprise de l'homme sur son milieu naturel, ce qui a une incidence tant sur les ressources naturelles que sur la population. Nos recherches ont montré que plusieurs pratiques agricoles développées dans la commune d'Alada impactent l'environnement. En ce sens que il y a des pratiques endogènes qui valorisent le milieu d'études, mais il y en a d'autres qui ternissent l'image de l'environnement ambiant. C'est la pression démographique issue des activités agricoles qui perturbe ce milieu-là. Vous savez que les zones humides constituent des zones de richesse et la vallée de Lomé constitue la deuxième après le Nil. Donc si on prend tout le Bénin, la zone d'Alada, nous avons des zones humides et qui sont très riches sur le plan faunistique et sur le plan floristique. Et si les zones humides sont très convoitées par les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, la dégradation de l'environnement apparaît comme inévitable, d'où des actions urgentes. Il va falloir reviser les techniques endogènes pratiquées par ces populations pour pouvoir mieux valoriser le milieu d'études. Eux-mêmes, ils se sont donné la tâche de mettre en place des stratégies endogènes à travers le Nîmes, le Monica, le Cadianis canus et puis d'autres techniques, rotation et puis l'agriculture biologique là, pour pouvoir valoriser ces milieux. L'adoption d'une approche globalisante incluant la diversité biologique et suivant un programme d'aménagement des zones humides s'avère donc indispensable pour préserver cet écosystème. On parle maintenant de l'intelligence économique. C'est l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution de l'information en vue de son exploitation par les chefs d'entreprise. Elle est comme une utilisation offensive et défensive de l'information dont l'objectif est de détecter les menaces et les opportunités pour la survie d'une entreprise. Kadim Ndiaye est analyste financier. Il nous en parle au micro de Amitié Sagmidi et Ulvaeus Balogun. La raison d'être de toute entreprise, c'est d'abord les profits. Alors, pour faire les profits, il faut avoir des parts de marché, il faut gagner des parts de marché. Et ces parts de marché se gagnent d'abord à travers une bonne information. Si vous n'avez pas la bonne information, vous n'allez jamais gagner des parts de marché. Vous n'avez pas savoir telle ou telle niche est plus productive que telle ou telle autre. C'est l'information qui vous permet de prendre la bonne décision, de se lancer sur un produit A par rapport à un produit B, d'investir au Bénin ou bien au Nigeria, d'investir en Europe ou bien aux États-Unis. Donc c'est important pour les entreprises de mettre en place des outils de collecte d'informations de façon à saisir les opportunités rapidement et de façon aussi à détecter les menaces. La première chose à faire, c'est de mettre en place une petite cellule de veille stratégique au sein de l'entreprise et de déléguer pour chaque personne qui est dans l'entreprise, de lui dire telle ou telle personne se charge de la veille politique. Quelles sont les intentions de l'État sur les entreprises? Est-ce que l'État va augmenter les impôts sur les sociétés? L'impôt sur les sociétés vient des entreprises. C'est les entreprises qui payent à l'État l'impôt sur les sociétés. Alors, si l'État décide à l'avance d'augmenter les impôts, alors le chef d'entreprise doit être au courant de ça, de se préparer. Deuxièmement, si l'État aussi a l'intention d'augmenter les taxes sur les produits. Troisièmement,
le fait de mettre en place une veille concurrentielle. Mes concurrents sont en train de faire quoi? Ils sont dans quel produit? Quelle est la niche d'avenir sur laquelle je dois produire? Ces entrepreneurs ou bien ces chefs d'entreprise auront l'information à temps et vont prendre une décision à temps et vont augmenter et stabiliser leur chiffre d'affaires à travers l'accroissement de leur marché intérieur et extérieur. Il a 14 ans et il vient de décrocher son bac S2. Alfred Amadou Mango est un natif de Dakar. Il vit avec sa famille à Thiès et il a un parcours scolaire atypique. Dans ce reportage, Philomène Constance Diagne de la RTS nous emmène à la rencontre du plus jeune bachelier 2019 du Sénégal. Il y a de cela 3 ans, on s'est intéressé à lui quand il a décroché son BFM à 11 ans. L'histoire a suivi son cours et il est devenu le plus jeune bachelier à l'âge de 14 ans. J'ai obtenu là-bas mon CFA et mon entrée en 6e à l'âge de 9 ans. Après, j'ai sauté la classe de 6e pour venir directement en 5e. Puis j'ai sauté encore la classe de 4e pour venir directement faire la 3e à l'âge de... Et j'ai obtenu là-bas mon BFM à l'âge de 11 ans. Après, j'ai fait la seconde S au cours privé Les Leaders. Puis la première S1 et après je suis venu faire la terminale S2 et j'ai obtenu en terminale S2 j'ai obtenu mon bac à 14 ans. Voilà résumé le cursus scolaire de notre petit génie, appellation qu'il rejette même se considérant tout à fait ordinaire. Et pour moi aussi, c'est un bac comme tous les autres bacs, l'âge importe peu. Parce qu'il y a même des gens qui l'ont à 18 ans et j'ai le même plaisir que ces gens-là qui ont obtenu leur bac. J'ai le plaisir d'avoir mon baccalauréat donc. Pour arriver à ce stade prématuré pour son âge, Alfred a dû batailler dur. On avait eu un emploi assez dur puisque tous les jours c'était 8h, 16h et des fois 8h, 18h. À part ça, je me suis pris comme n'importe quel élève qui voudrait avoir le baccalauréat. J'ai fréquenté des groupes de travail. Et je questionnais mes profs quand je ne comprenais pas. Je suivais en classe. Et je faisais mes exercices et j'essayais d'apprendre mes leçons au jour le jour. Amoureux de littérature, le petit Mango aspire au métier d'écrivain, de médecine, d'informaticien, bref, que d'ambition qu'il compte réaliser. C'est bien possible même parce qu'il y a des gens qui ont allé d'autres choses comme une personne qui fait la sociologie et la pétrochimie, mais une personne qui est agrégée en philosophie et qui fait de l'économie, tout ça. Donc je crois que c'est possible aussi. Cette réussite précoce, il la doit aussi à ses parents, tous deux enseignants, mais aussi à ses frères et sœurs qui le soutiennent. Je peux dire que mon grand frère est un génie. Il est très fort. Il est très fort pour le travail. Je le trouve très sérieux, très respectueux. On va pouvoir suivre ses pas. Je l'ai encadré, comme il a dit, en histoire géo et un peu en SVT. Mais pour le français et la philosophie, c'est son père qui l'a encadré. Sinon, il n'a pas eu de répétiteur durant toute l'année. Nous rendons grâce à Dieu pour ça, parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a la main du bon Dieu derrière tout ça. C'est vrai que nous, on a essayé tout simplement de l'accompagner. Le succès du petit Alfred ravit, mais inquiète aussi la maman qui pense à l'environnement des universités. Cet aspect, pour le moment inconnu du nouveau diplômé, ne lui fait pas peur. À l'université, on trouve les extrémités, les plus bons sont là-bas, les plus mauvais aussi sont là-bas. Maintenant, quand tu envoies un enfant de 14 ans dans une université, là, avec toutes les influences qu'il peut recevoir, c'est un peu inquiétant quand même. Je me dis que quand quelqu'un fait ce qu'il a à faire, le reste, il doit le mettre entre les mains du bon Dieu. Et comme j'ai eu mon baccalauréat, le reste, peut-être que le destin a été déjà écrit. Ça dépend. Je suis prêt à aller dans n'importe quelle université dans laquelle on pourrait m'orienter, puisque je me dis qu'arriver là-bas, je ne dis pas que je serai le meilleur,
mais je serai parmi les meilleurs s'il plairait à Dieu. En attendant de faire face à la vie universitaire, Alfred profite de son entourage et s'adonne à ses passe-temps favoris, la lecture, le foot, entre autres, dans ce grand terrain du quartier Fayou de Thiès. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Estelle Pazou pour la présentation du journal. Un exemple, un modèle aujourd'hui que beaucoup de jeunes doivent suivre. Nous en avons ici au Bénin aussi. Lui, il a eu 14 ans au bac S. Nous avons notre jeune PCC, bac G2, 13 ans, sans même faire la classe. Franchement, c'est un exemple aussi à suivre. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour le journal. 3 grands plateaux viennent également de s'achever. Le dernier plateau, je l'ai annoncé avant le journal, c'est Autant savoir. On s'intéresse au métier du numérique, notamment le blogging. Aujourd'hui, on parle des difficultés et défis liés à ce métier. On va aborder la question avec Atman Bouba. Il est le secrétaire exécutif de l'Association des blogueurs du Bénin. Il va être reçu par la charmante Agnat Bello. Mais d'abord, voici ce reportage réalisé par Fulgencia Runtonji. Un smartphone, un ordinateur, une tablette et une connexion Internet suffisent pour faire carrière dans le numérique. Chaque année, de nombreuses formations innovantes et de nouveaux métiers sont créés. Ce domaine est devenu un véritable vecteur d'emploi. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez gérer votre entreprise avec votre smartphone ou avec votre ordinateur. C'est possible aujourd'hui que vous puissiez vivre de votre passion tout en étant assis dans votre fauteuil ou sur votre lit. 80% des formés de mes participants à Community Business Manager ont trouvé du travail. Et je vous dis, il y a les grands opérateurs, il y a les concessionnaires ici au Bénin qui recrutent des Community Business Management. Aujourd'hui, le mobile, surtout les smartphones, se sont démocratisés. Donc, il faut leur proposer aujourd'hui des services qui puissent leur faciliter la vie, qui puissent les aider dans leur business, dans leurs activités quotidiennes. Grâce aux réseaux sociaux, les acteurs du domaine deviennent incontournables dans le secteur du digital. Pour communiquer sur leurs produits, plusieurs entreprises et même des particuliers ont compris l'utilité de se vendre sur le net pour mieux rivaliser avec la concurrence. En réalité, on fait de la veille technologique au niveau du Community Business Management. On peut savoir vendre le candidat, on peut savoir réellement hausser le niveau d'un produit pour pouvoir devenir un produit de marque, un produit excellent. Donc, un community manager qui n'est pas bien formé va pouvoir créer au fait d'incidents pour la marque. Et donc, si par exemple votre passion consiste à découvrir les coins les plus exotiques du monde, vous imaginez bien qu'à force de découvrir, à force de faire découvrir aux gens, à force d'avoir beaucoup de gens qui vous suivent, des followers ou des abonnés, si c'est une chaîne YouTube, vous pouvez négocier avec des hôtels ou avec des endroits exotiques pour faire leur promotion, faire leur publicité. Que vous avez de bonnes idées que vous proposez à vos clients, donc c'est un métier prometteur et qui vous promet quand même des revenus substantiels pour vous épanouir. Le numérique est un secteur en pleine expansion. La création de nouvelles solutions et applications participe à la révolution du secteur. Innover dans ce domaine serait un atout majeur pour se faire un nom et devenir une personne de référence les années à venir. Peut-on se faire un nom à travers le blogging, Agnat Bello? La réponse sera mitigée. Moi, je dirais oui. On aura quand même un expert sur ce plateau qui nous dira si c'est possible de se faire un nom. Ça dépend maintenant de quel nom vous voulez vous faire aussi. On reste d'annoncer. Ça, c'est vrai en plus. C'est vrai. Merci, Agnat, d'être là. Merci également à vous, M. Bouba, Atman Bouba, secrétaire exécutif de l'Association des blogueurs du Bénin. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Vous êtes blogueur? En effet. Et très, très speed en plus.
pour vous montrer, hein, quand on est blogueur, on l'est jusqu'au bout des doigts. Franchement. Alors, Agnette, entre difficultés et défis, le blogging et les TIC, on en parle. Voilà, dans le reportage, cela a été dit, hein, c'est un métier qui n'est pas très ancien, il est, que dis-je, nouveau. Et donc, cela a ses particularités, ses difficultés qui lui sont propres et de nombreux défis à relever, puisque le métier en est encore à ses débuts, à ses balbutiements. Nous recevons pour en parler sur ce plateau Atman Bouba, il est secrétaire exécutif justement de l'association des blogueurs du Bénin. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Ma première question à votre endroit, c'est déjà de savoir comment est-ce que vous définirez le blogging? Alors moi, pour définir le blogging, je dis d'abord que c'est un domaine d'activité qui consiste en fait à entretenir, à disposer d'abord d'un blog et à l'entretenir à travers des contenus suite à une animation. D'accord, vous nous direz aussi, puisque dans le reportage, on a vu qu'il y a des blogueurs, il y a des vlogueurs, il y a des particularités. Parlez-nous un peu de ces différentes formes de blogging. En effet, bon, comme vous l'avez dit, il y a le blogueur, il y a le vlogueur. Le vlogueur, c'est beaucoup plus celui qui... Le vlogueur ou le vlogueur? Vlogueur. Vlogueur, là, franchement, c'est... Mais souvent, vlogueur, c'est plus esthétique. Justement, je vois qu'il y a des personnes qui disent plutôt vlogueur, d'autres qui disent vlogueur, ou les deux se disent. Bon, je dirais que pour la prononciation, ça dépend de chacun, il va de soi. D'accord. Mais bon, un peu comme les thèmes anglais, chacun le prononce comme il le peut. L'essentiel, c'est de se faire comprendre d'abord. Tout simplement. Tout simplement. L'essentiel, c'est de se faire comprendre et pouvoir faire passer le message. Le message. Donc, est-ce la seule différence? Non, ce n'est pas la seule différence parce que le vlogueur, en fait, ce qui définit le vlogueur ce qui différencie plutôt le vlogueur du blogueur, c'est que le vlogueur, lui, se concentre beaucoup plus sur du contenu vidéo. C'est-à-dire, quand vous allez sur son blog, sur la plateforme, c'est uniquement des vidéos. Par contre, le blogueur, lui, il est beaucoup plus mixte. Il peut utiliser, par exemple, des photos, des vidéos, des images et du contenu texte. D'accord. Mais la plupart des vlogueurs se définissent aussi comme étant des blogueurs. Dans l'association des blogueurs, par exemple, il y a des vlogueurs. En effet. Oui. En fait, ils sont considérés comme des blogueurs, mais c'est en fait, le thème se retrouve dans la définition du blogueur. Mais c'est carrément, discipline une sous-discipline en quelque sorte. C'est carrément un petit débranchement, je dirais. D'accord. En parlant toujours des blogueurs ici au Bénin, le Bénin compte combien de blogueurs à l'heure actuelle? Alors, en tout cas, répertoriés. À l'heure actuelle, voilà, répertoriés. C'est très important de le préciser parce que l'association des blogueurs du Bénin, pour adhérer, c'est volontaire, c'est libre. Donc, l'association des blogueurs du Bénin compte à son actif une centaine de membres. Donc, il y a d'autres blogueurs qui n'ont pas du tout adhéré à l'association, mais on ne peut pas les répertorier parce qu'on ne peut que répertorier ceux qui sont à l'intérieur de l'association. Mais moi, je me demande, Heureuse Dalondé, elle a une chaîne YouTube ou une page Facebook professionnelle, elle envoie des vidéos et tout. Ça fait de moi blogueuse? Non, pas du tout. Vlogueuse? Pas du tout. Parce que ça dépend de ce que vous partagez comme information, comme vidéo. Il faut que ce soit des vidéos de vous d'abord, sensibilisant sur une cause ou partageant une passion donnée. Quand je prends l'exemple plutôt, pour éviter le pléonasme, de Sonia Agbantou, Sonia et de Annick, elles partagent beaucoup plus des vidéos pour faire passer des messages, soit des vidéos de développement personnel, en quelque sorte. Là, vous voyez la différence. Par contre, quelqu'un qui partage des vidéos d'une autre personne ne veut pas être considéré comme vlogueur. Il faut que ce soit beaucoup plus personnel. Il faut que le contenu soit votre. Justement. En effet. C'est aussi une particularité des blogueurs en général. Alors, parlons à présent de comment est-ce qu'on vient, on en devient comment on devient blogueur. Alors, pour devenir blogueur, il n'y a pas de formation a priori. Il n'y a pas de formation a priori comme le métier de journaliste. Et ce n'est pas une faille? Non, pas du tout. On a tellement de choses sur le net. Pas du tout, c'est beaucoup plus l'avantage même du secteur. Mais je dirais que c'est beaucoup plus l'avantage du secteur, mais je dirais que pour un blogueur qui se respecte, on se lance d'abord et ensuite on se forme pour avoir les techniques de rédaction. Parce que bien que le concept soit assez ouvert et moins lâche, je dirais assez relâche comme il y a des règles à plus que le journal, il y a assez de règles, assez de contraintes à respecter. D'accord. Parlons déjà des tout premiers blogueurs. Ils vous diront qu'eux, ils ont tout appris sur le tas avec des tutos sur le net. Aujourd'hui, on a des petites formations. Est-ce que de cette époque à maintenant, quelque chose a vraiment changé dans la qualité de ce que proposent les blogueurs aujourd'hui? Oui, en effet, ça a beaucoup changé. Quand je regarde, par exemple, moi, je suis entré dans le blogging en septembre 2014.
je crois bien, c'est en 2014. Donc 5 ans après, quand je regarde derrière, je vois que ça a beaucoup changé. Au départ, d'abord, sur ma propre personne, même le contenu que j'avais l'habitude de partager en 2014 a changé. Vous êtes spécialisé en quoi? Sur l'engagement citoyen électrique. Ok, d'accord. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, on devient beaucoup plus professionnel. Donc, en même temps, quand moi j'entrais dans le blogging, c'était pas encore assez connu. Il y avait des blogueurs, certes, mais c'était pas encore assez élargi. Mais avec le temps et beaucoup plus avec la création de l'association des blogueurs du Bénin, il y a eu des formations et des sensibilisations qui ont été faites pour en fait inciter, donner le cours de ce domaine-là à la jeunesse béninoise. Et aujourd'hui, on assiste à une pléthore de blogs au Bénin. D'accord, il faut quand même dire que l'OATB aussi est dans la même dynamique puisque nous avons été formés aujourd'hui au métier de blogging. Donc parmi les journalistes de l'OATB, il y en a beaucoup qui peuvent... Et vous nous devez une séance de restitution. Ne vous inquiétez pas, Rose, la restitution, elle arrive. Donc justement, lors de cette formation, on s'est rendu compte que ce qui importe aussi pour le blogueur, c'est le référencement. Et ça, tout le monde ne maîtrise pas. Oui, en effet, le référencement, c'est une technique qui concerne... En fait, je prends l'exemple simple, quand vous allez sur Google ou sur le moteur de recherche, quand vous tapez une recherche, la manière dont les résultats s'affichent, vous verrez souvent c'est premier résultat, deuxième résultat, ainsi de suite. Donc c'est ce ordre-là qu'on appelle le référencement. Les techniques pour que les résultats s'affichent en première position. Plus votre résultat s'affiche en première position, plus votre plateforme est référencée. D'accord. Donc c'est ça selon des scores de référencement. Et ce sont des techniques sur lesquelles il faut travailler avec les mots-clés, les métadescriptions, etc. Bon, à travers peut-être vos propos, moi, je peux déjà dire que c'est un métier qui paraît accessible, facile, mais qui ne l'est pas vraiment. Qui ne l'est pas vraiment, qui a des contraintes. Mais quels sont aujourd'hui les défis que vous pouvez relever? Les défis urgents surtout. Urgents surtout, que vous devez relever déjà en tant qu'association. Les défis urgents, c'est d'abord en fait, d'encadrer le domaine d'activité là, et de toujours continuer à faire connaître le blogging au Béninois. C'est vrai que sous d'autres cieux, le blogging est carrément un métier, mais au Bénin, ce n'est pas encore le cas. C'est vrai que ça, on évolue vers, mais ce n'est pas encore le cas. Parce qu'on n'a pas encore des blogueurs qui vivent uniquement que de leur plateforme. Par contre, ailleurs, il y a par exemple au Nigeria, Ikeji, la blogueuse Ikeji, qui vit carrément de son blog. De ça. Elle vit uniquement de ça. Une millionnaire, elle est très exactement, riche d'ailleurs. Exactement, Linda Ikeji. Ça tombe sur la dernière question que j'avais pour vous. Les blogueurs nous ont confié qu'avant, c'était très difficile de vivre du blogging. Ce n'était qu'une passion. Donc, il fallait avoir un métier et avoir à gérer sa passion. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui ne se consacrent qu'à ça. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est devenu beaucoup plus rentable. Est-ce que vous confirmez? Oui, je dirais que c'est devenu beaucoup plus rentable. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on évolue vers mais ça. Bon, vous n'avez pas changé, hein. Je vous connais depuis quelques temps, mais bon, c'est un peu comme Heureuse, quoi, toujours. Sans graisse, quoi. On ne dirait pas que c'est rentable le métier. C'est pas ça qu'on évalue aussi la rentabilité. N'est-ce pas? Des métiers ou pas. Effectivement. Et je ne vais pas parler au nom des autres blogueurs parce que ça dépend de chacun. D'accord. Un blogueur, par exemple, qui est passionné par le football, qui crée sa plateforme sur le football, surtout avec l'actualité du football actuellement et la vision du gouvernement pour le sport. Un blogueur qui se lance dans ce domaine-là, qui apporte des suggestions, des analyses concrètes pour contribuer au développement du sport, d'office, il va se positionner très rapidement et pouvoir rapidement essayer de rentabiliser avec des contrats, soit avec le ministère, soit avec la fédération béninoise, soit avec des clubs de football. Si, on a l'impression que vous faites tous à peu près la même chose. La même chose, il faut savoir choisir. On aura le temps de revenir dessus si vous permettez. Le temps qui nous était parti est terminé. Vous l'avez compris, c'était donc votre lundi tic sur Autant Savoir. Un autre lundi tic, ce sera la semaine prochaine. On a assez de tics là. Lundi TIC, oui. Lundi TIC, si vous préférez. Alors, merci beaucoup, la charmante Agnate Bello. Avec vous, c'est le bleu qui gagne. Comme vous, hein. N'est-ce pas? Je vous suis. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour le grand rendez-vous. C'est terminé pour Autant Savoir qui vient mettre un terme définitif au grand rendez-vous. Mais avant de prendre congé de vous, je vous propose juste ceci.
Et voilà, ce sera donc tout pour le grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, merci pour l'attention. Retenez tout simplement que la grande émission de ce soir a été réalisée par Gilles Armel Gbeirin et ce sera pareil jusqu'à la fin de cette semaine. Merci pour l'équipe de coordination de réalisation. Je salue au passage le chef d'Yves Armel Dosukago pour les apports. Mesdames et messieurs, d'ici à là, portez-vous très bien.